Aux frontières, les tirs ne se taisent pas, mais le pays bouge. Sous les ordres du capitaine Ibrahim Traoré, l'État lance des programmes concrets. Routes rénovées, fossés de drainage construits, journées de nettoyage et plantations d'arbres qui deviennent des habitudes, pas des gestes symboliques. Et si le vrai basculement n'était pas le béton, mais la conscience civique, forums régionaux, responsabilités discutées, participation attendue de chacun. Dans ce récit, la souveraineté commence par le quotidien, se nourrir, se soigner, apprendre, circuler. La promesse est simple, le pari risqué, reconstruire pendant la guerre et mesurer chaque avancée. Cette analyse promet une chose claire, comprendre ce qui change réellement quand un État décide de placer l'action collective au cœur de sa reconstruction et ce que cela coûte politiquement, socialement et humainement. Pour le citoyen ordinaire, l'enjeu est immédiat. Moins de dépendance, plus de capacité à agir localement, même sous pression sécuritaire. Pour l'État, le pari est plus risqué. Lancer simultanément agriculture, santé, éducation, sport et infrastructure sans attendre une stabilité parfaite tout en exigeant des résultats mesurables. Le cadre choisi par Ibrahim Traoré rompt avec l'approche séquentielle classique, où l'on attend la paix avant le développement. Ici, les deux avancent ensemble, parfois en tension. Ce choix crée des bénéfices visibles, mais expose aussi à des critiques. Priorités dispersées, ressources limitées, risque d'essoufflement. Pourtant, le fil conducteur reste constant. Replacer les citoyens non comme bénéficiaires passifs, mais comme coacteurs responsables. La question centrale n'est donc pas seulement ce qui a été construit, mais si cette mobilisation peut durer, s'élargir et résister aux chocs futurs. C'est cette durabilité, plus que les annonces, qui déterminera la portée réelle du modèle engagé aujourd'hui. En moins de quelques années, plus de 65 kilomètres de routes urbaines ont été rénovées et des centaines de mètres de drainage ont été construits directement par les communautés locales. Ce chiffre n'est pas spectaculaire à l'échelle mondiale, mais il marque une rupture. Il signale un État qui ne se contente plus d'annoncer, mais qui organise, encadre et exige une participation concrète sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Le contexte est pourtant contraignant. Le Burkina Faso reste confronté à une pression sécuritaire persistante, à des ressources budgétaires limitées et à un environnement régional instable. Dans ce cadre, l'approche adoptée ne repose pas sur une attente de conditions idéales, mais sur une logique inverse, reconstruire pendant la crise en mobilisant ce qui est disponible localement. C'est ici que le changement de méthode apparaît. Les programmes ne sont pas présentés comme des slogans abstraits, mais comme des initiatives assorties d'objectifs, de délais et de responsabilités identifiables. Le programme présidentiel de développement communautaire illustre cette orientation. Les citoyens ne sont plus seulement destinataires de politiques publiques, mais des acteurs attendus du processus. Routes secondaires, nettoyage urbain, plantation d'arbres et entretien des infrastructures deviennent des routines collectives. Cette mobilisation vise autant des résultats matériels qu'un déplacement des mentalités en installant l'idée que le développement ne vient pas exclusivement de l'extérieur. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce cadre s'étend rapidement à d'autres secteurs. Agriculture, santé, éducation et sport sont pensés comme des fronts simultanés, reliés par une même logique de souveraineté pratique. L'objectif implicite est clair, réduire progressivement les dépendances, qu'elles soient alimentaires, sanitaires ou institutionnelles, en renforçant les capacités internes. Ce choix comporte une part de risque. En agissant sur plusieurs leviers à la fois, l'État expose ses limites opérationnelles et s'expose à la critique. Mais il installe aussi un récit cohérent, celui
d'une reconstruction par accumulation de gestes concrets, plutôt que par une réforme unique et spectaculaire. La question qui se pose désormais est simple mais décisive. Cette dynamique peut-elle produire des effets durables au-delà de l'élan initial? Dans ce récit, le personnage central n'est pas seulement un dirigeant, mais une figure de cadrage. Ibrahim Traoré apparaît moins comme un annonceur que comme un organisateur de priorités, donnant une direction lisible à des initiatives dispersées. Cette posture se reflète dans la manière dont les premiers impacts sont mis en scène, modestes à l'échelle macroéconomique mais immédiatement perceptibles à l'échelle locale. Dans certains quartiers urbains et zones périphériques, la réhabilitation de routes secondaires change la circulation quotidienne, réduit l'isolement saisonnier et facilite l'accès au marché. Des fossés de drainage en pierre construits avec l'appui technique de l'État limitent les inondations récurrentes. Ces interventions ne transforment pas l'économie nationale, mais elles modifient l'expérience concrète de l'espace public. Un autre effet précoce concerne la participation sociale. Les forums citoyens organisés dans les anciennes régions réunissent des dizaines de milliers de personnes autour de thèmes rarement débattus publiquement. Responsabilité civique, droits, rôle de chacun dans la collectivité. L'objectif n'est pas seulement informatif, il s'agit d'installer une norme. Le développement implique une contribution active, même minimale. Ces impacts restent fragiles. Ils dépendent de la continuité administrative, de la sécurité locale et de la capacité à maintenir l'engagement des communautés dans le temps. Pourtant, ils signalent un déplacement important. L'État se rend visible non par des discours, mais par des chantiers concrets, parfois imparfaits, mais identifiables. Sous Ibrahim Traoré, cette phase initiale fonctionne comme un test. Elle mesure la capacité du modèle à produire des résultats rapides tout en préparant des transformations plus lourdes. Le message implicite est clair, sans appropriation locale, aucune politique ne tient. Et c'est là que tout se joue, car la participation conditionne la durabilité. Au départ, le déclencheur est politique autant que symbolique. Face à une insécurité persistante et à une dépendance structurelle ancienne, le pouvoir décide de ne plus hiérarchiser strictement sécurité puis développement, mais de les faire avancer ensemble. Cette décision rompt avec une logique d'attente. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État choisit d'agir sur plusieurs fronts, en assumant la friction entre urgence militaire et reconstruction civile. La première phase est celle de la mobilisation. Les initiatives présidentielles sont conçues avec des objectifs identifiés, des délais annoncés et une responsabilisation explicite des acteurs locaux. Agriculture, santé, éducation, sport, routes et urbanisme sont lancés presque simultanément. Ce rythme crée un effet de saturation volontaire. Partout, des chantiers apparaissent, donnant l'impression d'un pays transformé en site de construction permanent. L'intention est claire, rendre le changement visible même si chaque projet pris isolément reste limité. La montée en intensité se joue dans l'articulation entre État et citoyens. Les programmes communautaires déplacent la frontière classique entre administration et population. Les habitants ne sont plus seulement invités à attendre des financements, mais à contribuer physiquement, matériellement ou organisationnellement. Cette implication produit des scènes nouvelles, journées de nettoyage devenues régulières, plantations collectives, participation directe à l'entretien des infrastructures. Le développement cesse d'être abstrait, il devient une pratique. Le point de bascule intervient lorsque cette logique s'étend au secteur stratégique. L'alimentation est définie comme première forme de souveraineté, suivie par la santé et l'éducation. Ce choix structure la narration officielle. Nourrir, soigner,
former avant de projeter. Ibrahim Traoré inscrit ainsi les politiques publiques dans une séquence lisible où chaque domaine soutient les autres. Les routes facilitent l'agriculture alimente les revenus, la santé protège la force de travail, l'éducation prépare la continuité. Les répliques apparaissent rapidement. Sur le terrain, les attentes augmentent plus vite que les capacités. Certains projets avancent de manière inégale, d'autres restent inachevés. Les contraintes budgétaires et sécuritaires rappellent les limites du modèle. En parallèle, la visibilité des chantiers attire l'attention régionale et internationale, exposant l'action gouvernementale à une lecture plus critique. Pourtant, malgré ces tensions, la dynamique produit un effet cumulatif. Chaque initiative, même imparfaite, renforce l'idée que l'État agit et que la participation est requise. La séquence d'événements dessine ainsi une trajectoire, non pas une transformation instantanée, mais une accumulation de gestes coordonnés, destinés à modifier progressivement la relation entre pouvoir, citoyen et souveraineté nationale sous la direction d'Ibrahim Traoré. Au point de départ, la production agricole restait fragmentée, peu mécanisée et fortement dépendante des importations. En quelques années, l'État a injecté des moyens ciblés pour modifier ce socle. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le programme IP3A fournit 364 tracteurs mis gratuitement à disposition pour le labour, puis distribue plus de 1000 tonnes de semences améliorées subventionné à 90%, réduisant drastiquement le coût d'entrée pour les exploitants vulnérables. Ce passage d'un accès limité aux intrants vers une disponibilité organisée marque un premier delta mesurable. Le second changement concerne la fertilité et les rendements. Des volumes importants d'engrais minéraux et organiques sont déployés sur les parcelles avec un objectif simple: restaurer des sols épuisés par le temps et l'insécurité. Ici, le chiffre importe moins que la logique. Chaque apport est accompagné d'un encadrement technique visant à éviter l'usage dispersé et inefficace. Le résultat attendu n'est pas une explosion immédiate de la production, mais une stabilisation progressive, indispensable pour sécuriser les récoltes locales. La transformation ne s'arrête pas au champ. Un autre indicateur clé apparaît dans la chaîne de valeur. 17 unités de transformation du riz sont équipées de machines de tri optique, permettant d'élever la qualité au standard commercial. Entre 2023 et 2025, plus de 47 000 tonnes sont traitées, dont une part est orientée vers le marché national et les réserves stratégiques. Cette étape traduit un basculement. Le pays cherche à conserver la valeur ajoutée plutôt qu'à exporter des matières premières brutes à bas prix. Un troisième front concerne l'aquaculture, secteur marginal au départ. L'installation de cages flottantes dans plusieurs barrages vise une capacité annuelle supérieure à 1000 tonnes de poissons lorsque le système est pleinement opérationnel. Ce chiffre, modeste à l'échelle globale, est stratégique localement. Il diversifie l'alimentation, réduit la pression sur certaines importations et ouvre une activité nouvelle dans des zones souvent limitées aux cultures pluviales. Ces données, prises isolément, ne suffisent pas à prouver une autosuffisance acquise. Elles indiquent cependant un changement de méthode. Le raisonnement suivi par Ibrahim Traoré repose sur une progression séquentielle: sécuriser l'accès aux intrants, améliorer la transformation, puis structurer les débouchés. Chaque étape est conçue pour réduire une dépendance précise, plutôt que pour produire un effet d'annonce globale. Il existe aussi des limites visibles. Les capacités de stockage, la logistique et la distribution restent inégales selon les régions. La montée en charge demande du temps et les résultats varient selon la sécurité locale. Pourtant, le delta était réel.
La production alimentaire n'est plus pensée comme un secteur de survie, mais comme un levier de souveraineté nationale. En filigrane, ces preuves quantitatives servent un message politique plus large. Nourrir la population devient une condition préalable à toute autonomie diplomatique ou économique. Les chiffres ne promettent pas une réussite immédiate, mais ils matérialisent une trajectoire. Passer de la dépendance structurelle à une capacité interne progressivement maîtrisée au cœur du projet porté par Ibrahim Traoré. Les critiques du modèle avancent d'abord un argument de dispersion. En lançant simultanément agriculture, santé, éducation, sport et infrastructure, l'État risquerait de diluer ses ressources financières et administratives. Selon cette lecture, une stratégie plus séquentielle aurait permis de concentrer l'effort, de sécuriser un secteur clé avant d'en ouvrir d'autres, et de limiter les projets inachevés visibles sur le terrain. Un second argument concerne la soutenabilité. La mobilisation citoyenne, présentée comme un moteur, pourrait s'essouffler avec le temps, surtout dans un contexte d'insécurité persistante et de contraintes économiques. Les opposants soulignent que l'enthousiasme initial ne garantit pas une participation durable et que la fatigue sociale peut rapidement transformer l'engagement volontaire en indifférence, voire en rejet. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, la réponse apportée par le cadre actuel repose sur une logique différente. Plutôt que de chercher l'optimisation parfaite, le pouvoir mise sur un effet d'entraînement croisé. Les secteurs ne sont pas pensés comme indépendants, mais comme interdépendants. Route pour acheminer les récoltes, santé pour préserver la force de travail, éducation pour préparer la continuité, sport pour renforcer la cohésion. La dispersion apparente devient alors une stratégie de maillage. Concernant la durabilité, les données disponibles montrent que la participation n'est pas uniquement émotionnelle. Elle est institutionnalisée par des programmes structurés, des calendriers et des responsabilités définies. L'État ne se contente pas d'appeler à l'engagement, il l'organise et le canalise. Cette formalisation réduit le risque d'un simple élan ponctuel, même si elle ne l'élimine pas totalement. Sous Ibrahim Traoré, le choix assumé est celui d'une progression imparfaite mais visible. Les projets inachevés existent, mais ils cohabitent avec des réalisations fonctionnelles qui modifient le quotidien. Cette coexistence alimente la critique tout en fournissant des points d'appui concrets au récit gouvernemental. En définitive, le débat ne porte pas sur l'absence de risques, mais sur leur acceptation. Le modèle privilégie l'action sous contrainte plutôt que l'attente de conditions idéales. La question reste ouverte, cette prise de risque calculée produira-t-elle une consolidation durable ou révélera-t-elle ses limites à moyen terme? Ce point marque un basculement dans la lecture du projet. Jusqu'ici, les initiatives pouvaient être perçues comme une accumulation de programmes sectoriels. À mi-parcours, une cohérence apparaît plus nettement. Chaque action vise moins la performance immédiate que la réduction progressive des dépendances quotidiennes. Nourriture, soins, éducation, mobilité et sport composent un socle commun pensé comme une infrastructure sociale avant d'être économique. Dans ce cadre, la notion de souveraineté cesse d'être abstraite. Elle se traduit par des gestes répétitifs, parfois discrets, mais structurants: produire localement, transformer sur place, soigner sans s'exiler, apprendre sans quitter sa région. Ce déplacement de focale est central. Il explique pourquoi des projets apparemment modestes occupent une place stratégique dans le récit officiel. Ibrahim Traoré s'inscrit ici dans une logique de temps long. Plutôt que de viser un symbole unique et spectaculaire, le pouvoir cherche à normaliser des pratiques qui, cumulées, modifient les rapports entre citoyens et État. La participation n'est plus un supplément moral,
mais une condition de fonctionnement du modèle. Cette révélation médiane change aussi l'évaluation des risques. Les limites restent nombreuses, mais elles sont désormais lues à l'aune d'un objectif précis: construire une autonomie praticable, même imparfaite. Le projet ne promet pas une rupture immédiate, mais une transformation graduelle des habitudes collectives. La suite doit donc répondre à une question clé: quels effets concrets cette approche produit-elle sur les différents groupes sociaux au-delà de l'intention politique? Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. En reliant agriculture, santé, éducation et infrastructure dans une même logique, l'administration cherche à réduire les goulets d'étranglement chroniques. Les routes rénovées facilitent l'acheminement des produits agricoles, les centres de santé communautaires absorbent une partie des cas auparavant orientés vers la capitale, et les programmes éducatifs limitent l'exode précoce. Sous Ibrahim Traoré, cette coordination vise à alléger la pression sur les structures centrales, même si l'équilibre reste fragile et dépendant de la sécurité locale. Pour les entreprises locales et les acteurs économiques, l'impact est plus progressif. La transformation agricole crée des débouchés nouveaux, notamment dans le traitement du riz et des produits alimentaires. Le fait que des dizaines de milliers de tonnes soient désormais transformées localement modifie la chaîne de valeur. Des emplois apparaissent dans la logistique, la maintenance des équipements et la distribution. Ces opportunités restent concentrées dans certaines zones, mais elles signalent un déplacement. L'économie ne repose plus uniquement sur l'exportation brute, mais sur une valeur ajoutée conservée sur le territoire. Du côté des citoyens, les effets sont avant tout quotidiens. L'accès à des soins de proximité réduit les déplacements coûteux et les renoncements thérapeutiques. Les initiatives éducatives, notamment en zone rurale, rapprochent l'école des familles et diminuent les abandons précoces. Dans l'agriculture, l'accès subventionné aux intrants et à la mécanisation permet à certains ménages de stabiliser leurs revenus, même si tous n'en bénéficient pas de manière égale. Ces changements ne suppriment ils ne créent pas la précarité, mais ils en atténuent en certaines formes les plus visibles. À l'échelle régionale, le message est politique. Un pays capable de produire une partie croissante de sa nourriture, de soigner sa population et de former ses jeunes parle avec plus d'assurance à ses partenaires. Ibrahim Traoré inscrit cette dynamique dans une diplomatie de faits plutôt que de déclarations. Les hectares cultivés, les kilomètres de routes et les centres opérationnels deviennent des arguments tangibles opposés à l'image d'une dépendance permanente. Ces conséquences ne sont ni uniformes ni définitives. Des disparités persistent entre régions sécurisées et zones sous tension. Les attentes augmentent parfois plus vite que les capacités de réponse. Pourtant, l'effet cumulatif est réel. En agissant simultanément sur plusieurs groupes, le modèle modifie les priorités collectives. L'autonomie cesse d'être un slogan pour devenir un objectif mesuré à l'aune de services concrets. La question suivante s'impose alors naturellement. Si ces effets sont visibles aujourd'hui, comment cette trajectoire pourrait-elle évoluer dans les 6 à 12 prochains mois, sous différentes hypothèses de stabilité et de ressources? Dans un scénario de base, la trajectoire actuelle se prolonge sans accélération majeure. Les programmes agricoles, sanitaires et éducatifs continuent de monter en charge de façon inégale selon les régions. Les zones relativement sécurisées consolident leurs acquis, tandis que les territoires sous tension avancent plus lentement. Dans ce cadre, l'enjeu principal devient la gestion des attentes, maintenir la crédibilité de l'action publique sans promettre des résultats uniformes. Le modèle reste fonctionnel, mais fragile, dépendant d'arbitrages budgétaires constants.
Un scénario optimiste suppose une stabilisation sécuritaire partielle et une meilleure coordination administrative. Les investissements déjà engagés commencent alors à produire des effets plus visibles. La transformation agricole renforce l'approvisionnement local, les centres de santé communautaires réduisent davantage les évacuations vers la capitale et les dispositifs éducatifs gagnent en cohérence. Cette configuration permettrait de dégager des marges politiques et sociales en renforçant la confiance dans la capacité de l'État à tenir ses engagements. L'effet d'entraînement citoyen déjà présent pourrait alors s'élargir. À l'inverse, un scénario de tension accrue reste plausible. Une dégradation sécuritaire ou des contraintes financières plus fortes ralentirait les chantiers et accentuerait les inégalités territoriales. Certains projets seraient retardés, d'autres partiellement suspendus. Le risque principal ne serait pas l'échec total, mais l'érosion de la mobilisation. Lorsque les résultats deviennent moins visibles, la participation peut s'affaiblir, exposant le modèle à une fatigue sociale et à une critique plus structurée. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de chercher à prédire l'issue exacte, il est plus pertinent d'observer la capacité d'adaptation. La solidité du projet se mesurera à sa faculté à ajuster les priorités, à renforcer les secteurs les plus résilients et à reconnaître ouvertement les limites temporaires. Dans cette perspective, la question centrale n'est pas seulement de savoir quel scénario se réalisera, mais comment les décisions seront recalibrées en fonction des contraintes réelles. Pour une première catégorie de citoyens, notamment les ménages ruraux, l'impact se mesure en termes de proximité. La réduction des distances vers l'école, les centres de santé ou les marchés modifie des routines ancrées depuis longtemps. Moins de déplacements coûteux, moins de ruptures de services, davantage de prévisibilité. Ces changements n'augmentent pas immédiatement le revenu, mais ils réduisent certaines vulnérabilités structurelles qui pèsent sur la vie quotidienne. Pour les jeunes, le message est plus symbolique. Les dispositifs de formation agricole, professionnelle et sportive créent des trajectoires alternatives à l'exode ou à l'informalité. Même lorsque ces parcours restent limités en nombre, ils introduisent une idée nouvelle. Il est possible de construire un avenir sans quitter systématiquement sa région ou son pays. Sous Ibrahim Traoré, cette perspective est intégrée au discours public comme un levier de stabilisation sociale à moyen terme. Une troisième catégorie concerne les acteurs urbains, commerçants, artisans et petites entreprises. La réhabilitation des routes secondaires, l'amélioration de l'environnement urbain et l'émergence de chaînes de transformation locales facilitent certaines activités économiques. Les effets restent graduels et concentrés, mais ils signalent une évolution des priorités publiques en faveur d'un tissu productif interne plutôt qu'une dépendance exclusive aux importations et aux aides extérieures. Ces transformations n'effacent pas les difficultés. Le chômage, l'insécurité et les inégalités territoriales demeurent. Cependant, elles déplacent où est la relation entre l'individu et l'État. L'action publique devient plus visible, plus proche et donc plus facilement évaluée. Cette proximité accroît aussi les attentes et la pression sur les autorités qui ne peuvent plus se réfugier uniquement dans le discours. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer à une vision idéologique, mais d'observer si ces changements s'inscrivent dans la durée. La crédibilité du modèle dépendra de sa capacité à transformer ces signaux initiaux en améliorations régulières, perceptibles et équitables. La phase suivante repose sur une feuille de route plus lisible, structurée autour de quelques leviers clés. Le premier consiste à consolider l'existant. Les infrastructures déjà lancées doivent être achevées
équipé et rendu pleinement opérationnel avant toute extension. Centres de santé communautaires, unités de transformation agricole et dispositifs éducatifs exigent une attention continue sous peine de devenir des symboles inachevés plutôt que des services durables. Le deuxième levier concerne la priorisation territoriale. Toutes les régions n'avancent pas au même rythme. La stratégie vise donc à renforcer en priorité les zones où la sécurité relative permet un rendement social plus rapide tout en maintenant un minimum d'investissement dans les zones sous tension. Cette différenciation assumée permet de préserver la crédibilité globale sans promettre une uniformité irréaliste. Un troisième axe porte sur la mesure et la redevabilité. Chaque programme est appelé à être évalué à partir d'indicateurs simples: accès réel au service, continuité de fonctionnement, taux d'utilisation. L'enjeu n'est pas la sophistication statistique, mais la capacité à corriger rapidement ce qui ne fonctionne pas. Sous Ibrahim Traoré, cette logique est présentée comme une condition de la mobilisation citoyenne. Sans résultats observables, l'engagement s'érode. Le quatrième levier touche à la formation des ressources humaines. Infrastructures et équipements n'ont de sens que s'ils sont accompagnés de personnel qualifié, présent localement et stabilisé. Les programmes de recrutement et de formation doivent donc suivre le rythme des constructions, en particulier dans la santé et l'éducation. Enfin, la feuille de route inclut une dimension politique explicite. Expliquer les limites, reconnaître les retards, les contraintes financières et les risques sécuritaires devient un outil de gestion des attentes. Cette transparence relative vise à préserver la confiance même lorsque les avancées sont partielles. L'ensemble dessine une logique pragmatique. Il ne s'agit pas de promettre une transformation rapide, mais d'ancrer des mécanismes capables de résister au choc. La question qui reste ouverte est celle du temps. Cette discipline collective pourra-t-elle être maintenue suffisamment longtemps pour produire des effets irréversibles? Le fil conducteur de cette trajectoire n'est pas un chiffre isolé ni une infrastructure emblématique, mais une image récurrente. Des chantiers modestes, dispersés, portés par des mains locales. Routes secondaires réparées, centres de santé de proximité, écoles intégrées, terrains de sport régionaux. Pris séparément, ces éléments paraissent ordinaires. Ensemble, ils dessinent une transformation silencieuse, fondée sur l'idée que la souveraineté se construit par l'usage quotidien plutôt que par le symbole. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce récit comme un catalyseur plus que comme une figure providentielle. Son rôle, tel qu'il apparaît dans les initiatives décrites, consiste à maintenir une cohérence entre des politiques multiples, parfois incomplètes, mais reliées par une même logique d'autonomie pratique. Le motif qui revient est celui de la responsabilité partagée. L'État impulse, encadre et finance partiellement. Les citoyens participent, entretiennent et s'approprient. Ce rappel est essentiel car il recentre l'évaluation du projet. Le succès ne se mesurera pas uniquement à la vitesse d'exécution ou à l'ampleur des annonces, mais à la capacité de ces pratiques à devenir normales, répétables et transmissibles. Une route entretenue, un centre de santé fonctionnel, une école fréquentée sans rupture sont des victoires discrètes mais cumulatives. La phrase clé pourrait tenir en peu de mots: la continuité fait la différence. Sans elle, l'élan se dissipe. Avec elle, même des avancées limitées peuvent s'additionner et produire un changement durable. C'est sur cette continuité, plus que sur l'effet immédiat, que se joue l'héritage réel du moment actuel. Au terme de ce parcours, l'image qui demeure n'est ni celle d'un miracle, ni celle d'un effondrement annoncé. C'est celle d'une société placée devant une expérience collective exigeante où chaque progrès repose sur une combinaison d'actions publiques, de participation citoyenne et de contraintes assumées.
Le projet porté aujourd'hui ne demande pas une adhésion aveugle, mais une observation attentive fondée sur les faits et sur leurs effets réels dans le temps. Dans ce cadre, le rôle du public évolue. Il ne s'agit plus seulement de juger des intentions ou des discours, mais de suivre les usages, la continuité et la capacité d'ajustement. Routes entretenues ou dégradées, centres ouverts ou fermés, programmes poursuivis ou abandonnés. Ce sont ces détails qui diront si la trajectoire tient. Ibrahim Traoré a engagé une dynamique qui se mesure moins à la promesse qu'à la persistance. La question finale reste volontairement ouverte. Dans un contexte de pression sécuritaire et économique, un modèle fondé sur l'autonomie progressive et la mobilisation interne peut-il s'installer durablement sans s'essouffler? Et surtout, quelles conditions devront être réunies pour que cette expérience dépasse l'instant politique et devienne une norme collective, partagée au-delà d'un leadership précis? La réponse n'appartient pas à un seul acteur. Elle se construira dans le temps par l'attention portée aux résultats concrets et par la capacité de chacun à transformer l'essai en habitude durable.